Bonjour, l'invité de Pili Pili ce matin, c'est monsieur Alain-Michel Ngotto, sous-préfet à la politique de la ville de la préfecture de Seine-et-Marne. Avec Michel Alain Ngotto, nous allons en tout cas évoquer la place qu'occupent les quartiers, la politique d'intégration et surtout la visibilité chère à certaines associations issues de la diversité. Monsieur le sous-préfet, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans vos bureaux. Depuis une dizaine d'années, on parle de la diversité des enfants issus de l'immigration dans la territoriale ou en préfecture. Aujourd'hui, 10 ans après, est-ce qu'on est plus visible ceux issus de la diversité? Alors, comment dirais-je, qu'il y ait manifestement aujourd'hui un peu plus de sous-préfets, je vais parler de la préfectorale, issus de la diversité, oui, c'est manifeste. Si on essayait de regarder tous les sous-préfets aujourd'hui en poste et qu'on compare d'il y a 10 ans, probablement qu'on constatera qu'il y a pas mal de personnalités visiblement qui sont issues de la diversité. Néanmoins, je dois quand même nuancer ces choses parce qu'il me semble, pour moi qui suis entré dans les préfectures depuis 89, j'ai commencé ma carrière à la préfecture de police de Paris, j'ai toujours rencontré des cadres issus de la diversité, pas forcément sur des fonctions préfectorales, mais qui pouvaient également postuler sur ces postes ou les occuper, parce qu'ils étaient administrateurs civils ou autres, dans les ministères. Donc, si vous voulez, pour moi, cette question d'un peu plus de visibilité, étant donné que c'est devenu, certes, une question qui est réellement posée dans notre société, alors du coup, on y porte une attention, mais je crois que la France a toujours été, dans sa tradition, un pays qui intègre par l'école républicaine, par l'éducation nationale, toutes les personnes françaises selon indifféremment de leurs origines. Voilà un peu ma conviction. Et oui, on a avancé, mais il faut aussi savoir que beaucoup de gens qu'on voit aujourd'hui ont certainement des carrières depuis longtemps pour certains, et c'est simplement qu'on les a nommés aujourd'hui sous-préfets, mais ils étaient également dans des postes qui leur permettraient pour certains de l'être. Voilà. En tout cas, vous êtes en charge de la politique de la ville chez nous en Seine-et-Marne. On peut presque ajouter, vous êtes un peu le spécialiste de nos quartiers. Oui, effectivement, la politique de la ville et cette politique interministérielle, interministérielle qui vise justement à résorber les écarts de développement économique entre certaines zones au sein de leurs agglomérations avec leurs agglomérations qui, en général, ont des situations, on va dire, un peu meilleures que celles qu'on peut constater pour les populations qui habitent ces quartiers de la politique de la ville. Donc c'est une politique qui a été engagée sous la forme actuelle depuis longtemps, mais il y a un ministre à la politique de la ville depuis la fin des années 80, on va dire à peu près en 89-90. L'un de tout premier, c'était avec l'équipe de Bérégovoy. Voilà, mais même un peu avant Bérégovoy, parce que sous Bérégovoy, celui qu'on a retenu, c'était Bernard Tapie en 92. Mais oui. avant Bernard Tapie, il y a eu des ministres à la ville. Monsieur Delbar, par exemple, Michel Delbar a été, je crois, j'espère que je me trompe pas, le premier des ministres de la politique de la ville dès les années, à partir de 89-90. Mais c'est donc, oui, l'objet de la politique de la ville, c'est de résorber ces écarts de développement entre les quartiers dits en politique de la ville, alors selon leurs appellations qui a beaucoup varié, ça va encore changer à compter du 1er janvier 2015, puisqu'on ne parlera plus des zones urbaines sensibles, mais des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc, voilà. Mais en tout cas, ce qui est visible aujourd'hui sur ces quartiers, c'est un peu la rénovation. Alors, la rénovation urbaine est probablement, on va dire, l'action
menée au cours des 10 dernières années, qui a été la plus transformatrice et visible dans les quartiers qui ont bénéficié de cette rénovation urbaine. Si on prend l'exemple de la Seine-et-Marne, il y en a un que j'aime bien rappeler, c'est celui de la Pierre-Collinet à Meaux. Aujourd'hui, pour ceux qui n'ont jamais connu ce quartier, s'ils y vont, ce quartier s'appelle Henri Dunant et ils n'auront aucune idée de ce que ça a pu être avant. Alors que c'était un quartier très difficile, avec beaucoup de problèmes d'insécurité ou autres. Aujourd'hui, il a été complètement transformé par, on va dire, la rénovation urbaine et également par un apport de mixité sociale après cette rénovation urbaine et en lien avec la rénovation urbaine qui transforme effectivement de façon très visible et notable ce quartier. Mais bien sûr, il ne suffit pas de transformer le bâti et l'urbain, encore faut-il accompagner les populations habitant ces quartiers pour faire en sorte que elles connaissent, elles bénéficient également du développement économique dont bénéficient les autres quartiers au sein d'une commune ou d'une agglomération. Et c'est tout l'enjeu de la politique de la ville qui est engagée par le gouvernement actuel, notamment avec cette nouvelle étape de la politique de la ville, où on propose aux territoires et notamment aux communautés d'agglomération. Si on prend l'exemple de se regrouper là encore un peu plus vers voilà, si on prend l'exemple du territoire seine-et-marnais, nous allons donc nous entrons dans une phase d'élaboration des contrats de ville avec les agglomérations telles que la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine, la communauté d'agglomération du Val-Maubuée, le SAN de Sénart, qui va devenir bientôt également communauté d'agglomération. Voilà, donc avec le Pays de Meaux, avec toutes ces agglomérations, nous allons signer le contrat de ville qui comprend l'ensemble des objectifs et des orientations stratégiques que nous nous fixons et des programmes d'action pour pouvoir accompagner les populations au cours des 6 prochaines années dans ces quartiers sur des thématiques très importantes que sont le développement économique et l'emploi. La vraie question, c'est comment faire en sorte qu'on réduise les écarts de taux de chômage que l'on constate dans ces quartiers par rapport à leurs agglomérations. On peut prendre l'exemple sur Melun, sur les quartiers, on est à 26% de chômage. Voilà. Et de l'autre côté, on est pratiquement à 10%. Voilà, à 10%. Donc, on peut, par exemple, estimer que... alors, c'est pas l'objectif, hein, parce que Melun, on est encore en train de le construire. On pourrait dire, tiens, pourquoi pas réduire de moitié cet écart de 16 points et dire, on se fixe au cours des 6 prochaines années de réduire au moins de 8 points cet écart de taux de chômage entre son agglomération et certains quartiers de l'agglomération de Melun-Val-de-Seine. Mais sur ce territoire, effectivement, il y a également eu la rénovation urbaine. Vous avez des quartiers comme la Plaine du Lys à Damary. Bel exemple quand même de rénovation urbaine, de changement. Oui. Vous avez le Mets-sur-Seine qui est encore en train de finaliser, mais on a aussi énormément de choses qui sont visibles. Et puis sur les quartiers des Hauts-de-Melun, Montaigu ou autres, où également la rénovation urbaine fait son effet. Je donnerai un très bel exemple sur Melun. C'est l'idée qui a été portée de façon commune en termes d'action publique à la construction du conservatoire de musique à proximité des quartiers de Melun, un très bel équipement. L'idée étant encore d'introduire là de l'excellence et faire en sorte que tout le monde puisse aller échanger, fréquenter les équipements qui soient situés dans les quartiers ou au centre-ville. Voilà, donc l'action que nous menons est celle-là, et c'est une action assez palpitante et intéressante, je dirais même, très motivante, parce que on touche réellement à l'humain et à la vie quotidienne des personnes. Et également, ce qui me plaît beaucoup, c'est aux dynamiques de territoire. Parce que la politique de la ville, certes, l'État, avec les collectivités locales, se fixe des ambitions, mais elle est mise en œuvre
par les collectivités et le tissu associatif. Plus vous avez un tissu associatif dense, plus vous avez un tissu associatif entreprenant, plus vous avez un tissu associatif dynamique et qui comporte des compétences en termes d'accompagnement des publics, c'est aussi, à mon avis, une des conditions de réussite. Il suffit pas de dire on mène des actions, mais il faut aussi avoir les gens qui mènent les bonnes actions, qui sont prêts à améliorer leurs actions pour que vraiment on atteigne les objectifs que l'on se fixe. Et à cet égard, moi, la question des ressources qu'on trouve sur un territoire, de la dynamique qu'on peut enclencher sur un territoire, elle est aussi importante que les financements qu'on peut attribuer aux associations ou autres. Donc, de ce point de vue-là, je pense que on a des enjeux importants de comment on améliore nos partenariats, comment on améliore en plus, je dirais, donc je parlais de cette dynamique territoriale, mais la coopération entre les différents acteurs. Cette transversalité. Voilà, aussi bien dans la sphère État que avec les collectivités locales, mais également tous les autres partenaires que l'on retrouve dans les quartiers, les fédérations, les centres sociaux ou autres. Donc il y a voilà, une action transversale qui mérite toujours d'être remise sur le chantier pour faire en sorte que nous atteignions bien ces objectifs en matière de développement économique et emploi, mais d'éducation aussi, et aussi de santé et d'autres problématiques telles que l'accompagnement des jeunes, la question de l'égalité homme-femme qui reste aussi une question importante, la question de la lutte contre les discriminations que l'on retrouve aussi, le lien social, les questions de citoyenneté que nous traitons à travers la mise en œuvre de ces contrats de ville. Alors voilà. Évidemment, vous l'avez relevé, la réussite scolaire fait partie de ce parcours qui permet justement à l'enfant de devenir un citoyen vraiment qui trouve sa place dans la société. Or, nos quartiers aussi cumulent l'échec scolaire. Comment on peut arriver, avec des actions comme celles que vous nous citez, améliorer la réussite scolaire des quartiers? Alors, d'abord, je dois rappeler que la politique de la ville, c'est une politique qui apporte un plus, une action supplémentaire à l'action de droit commun des services publics. Donc, si on prend l'État en charge de l'éducation nationale, la politique de la ville va venir dans les quartiers mener des actions supplémentaires autour de l'école pour favoriser la réussite scolaire des enfants de ces quartiers. Donc, il y a d'abord toute l'action que mène l'éducation nationale elle-même, puisqu'elle prend en compte cette question des quartiers. Sans oublier la communauté éducative à laquelle tout à fait. Les parents. Par exemple, actuellement, il y a une réforme qui suscite des interrogations, des inquiétudes aussi, qui est celle de la réforme de l'éducation prioritaire, qui consiste donc à identifier les établissements qui concentrent un certain nombre de difficultés diverses avec des critères objectifs, et également qui accueillent parfois, mais pas toujours, uniquement, des populations ou des enfants élèves issus des quartiers défavorisés. Et l'éducation nationale mène donc une politique d'attribution de moyens supplémentaires à ces établissements pour pouvoir faire en sorte que les enfants rattrapent le retard. Alors, je vais prendre un exemple autour de la prochaine contractualisation. L'éducation nationale a des dispositifs qu'elle met en place. Il y a un dispositif, par exemple, plus de maîtres que de classes. L'idée, c'est bien d'attribuer des postes d'enseignants supplémentaires pour pouvoir accompagner, renforcer l'accompagnement des élèves dans les écoles qui bénéficieront de ce dispositif. Et au titre de la politique de la ville, nous allons un peu plus identifier les établissements qui devront bénéficier de ce dispositif plus de maîtres de classe. De la même manière, plusieurs études permettent aujourd'hui de reconnaître que également l'un des éléments de la réussite, c'est la scolarisation précoce.
dans ces quartiers. Donc là aussi, on va se fixer des objectifs de développement d'une scolarisation précoce, donc avant l'âge de 3 ans aussi, dans certaines écoles qui accueillent des habitants ou des élèves issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. De la même manière, nous avons également, au titre de la politique de la ville, un dispositif qu'on appelle les programmes de réussite éducative, qui, eux, reçoivent des enfants qui sont orientés, qui rencontrent des difficultés diverses d'ordre de santé, sociale ou autre. La santé est un déterminant important pour la réussite. Et les enfants, parfois, peuvent avoir besoin d'orthophonistes, d'un suivi psychologique, d'un suivi médico-social ou autre. Soit le territoire ne dispose pas de moyens, ou les familles ne disposent pas de moyens, et le programme de réussite permet à travers cette orientation l'identification des problématiques des enfants, et aussi de prendre en charge carrément d'apporter l'appui. Voilà, l'appui pour permettre à ces enfants de connaître un autre parcours. On finance également des actions d'aide aux devoirs à travers les dispositifs classes, en lien avec les CAF. Des dispositifs de soutien scolaire, des dispositifs autres, qui ont toujours la même visée, c'est comment permettre à ces enfants de bénéficier également d'une ouverture en termes de sport, de culture, qui leur permettent d'avoir quelque part les mêmes acquis dont bénéficient les enfants des classes favorisées également. Donc il y a des actions très diverses qui sont menées. Monsieur Ngoto, on ne va pas dire que vous êtes favorisé. Aujourd'hui, vous êtes en position de visibilité. Est-ce que vous êtes conscient d'être un peu un modèle pour ces quartiers aussi? Alors, c'est un peu difficile, cette question, être un modèle. Alors, il faut dire que oui, si le modèle, c'est que à travers un parcours comme le mien, ça puisse aider des jeunes issus de ces quartiers qui ressemblent un peu à moi, voilà, se dire mais tiens, s'il y est arrivé, pourquoi pas moi? Oui, à ce moment-là, je serai un modèle. Mais je dois dire que il y a des tas de modèles dans ce pays, et sauf que ils ne sont pas toujours connus ou valorisés. Et donc, à cet égard, voilà, je pense que modestement, oui, je peux l'être, mais sachez qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'autres. Alors, que peuvent faire les jeunes qui sont chez nous en Seine-et-Marne aujourd'hui s'ils rêvent de rejoindre la fonction publique ou la haute fonction publique? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter aujourd'hui? Alors, d'abord, il faut savoir que il existe plusieurs dispositifs permettant d'accompagner les jeunes issus des quartiers défavorisés, mais ou également même de territoires ruraux ou autres, pour intégrer la fonction publique. Je vais vous donner un exemple. La plupart des grandes écoles françaises aujourd'hui, l'école publique, l'ENA, Sciences Po, voilà, l'école nationale de la magistrature, l'école qui accueille les officiers et les commissaires de police, toutes ces écoles ont mis en place ce qu'on a appelé des prépas intégrés, des prépas qui accueillent des jeunes issus des quartiers ou des milieux défavorisés, dès lors qu'ils ont les diplômes requis, et ils peuvent avoir une préparation spécifique pour pouvoir intégrer ces grandes écoles de la fonction publique. Et puis, il faut jamais oublier que le système de la fonction publique française est probablement, je pourrais prendre un autre, l'armée par exemple. Oui. Et probablement également un système qui est très intégrateur à travers les possibilités de promotion professionnelle interne. Moi, j'en suis un bénéficiaire. Je n'ai pas commencé ma carrière tout de suite comme sous-préfet. Je suis parti de la base, j'ai commencé comme agent de catégorie C. Et j'ai passé les concours de la fonction publique jusqu'à devenir un haut fonctionnaire. Mais vous parlez des concours. Voilà. Et les concours, c'est pas toujours facile. Alors, les concours, certes, ne sont pas faciles,
Mais les concours, il faut pouvoir savoir comment ça marche, comprendre ce qui est attendu de nous et travailler. Et probablement que le succès se fera. Et ce que j'essaie de vous dire aussi, c'est que beaucoup de jeunes, parce qu'ils ont un bac+5, estiment qu'ils ne doivent passer et réussir que l'ENA. Mais il y a bien d'autres choses qu'on peut réussir et ensuite arriver également à la position qu'on souhaite avoir. Et ça vaut pour beaucoup de personnes, même ceux qui ne sont pas issus de milieux défavorisés. Tout le monde n'a pas réussi l'ENA. Bien sûr. On peut rappeler pourtant, que voilà. M. Sarkozy, par exemple, n'a pas fait l'ENA. Vous l'avez cité comme empêché. exemple. Voilà, ça va pas empêcher de devenir président de la République. Oui. Donc, on voit bien que on a souvent dans ce débat cette vision très réductrice où on veut absolument voir tout le monde réussir tout de suite le top au niveau. Oui, si on a des parcours d'excellence scolaire, pourquoi pas, et ça existe. Mais même si ça n'existe pas encore en nombre suffisant tel qu'on le souhaiterait, ça c'est reconnu par tous, mais il existe également dans les dispositifs de la fonction publique ou de l'armée des tas de possibilités d'accéder par les concours internes à ces mêmes positions. Donc quelqu'un qui a manqué l'ENA peut bien réussir ce qu'on appelle le concours d'attaché, il est catégorie A de la fonction publique, et quelque temps après repasser le concours de l'ENA en interne. Vous savez, il y a beaucoup de personnes issues de milieux favorisés qui font cela. Sauf qu'on le dit pas, on le voit simplement en disant il est énarque, mais on ne voit pas comment il est devenu énarque. Mais en tout cas, voilà. vous impulsez aussi cette politique sur la Seine-et-Marne. Alors oui, nous avons par exemple, le préfet de Seine-et-Marne a souhaité engager une action qui a déjà eu lieu sur ce territoire pour la première fois en 2007, qu'on appelle une action de parrainage à la fonction publique. Il a donc présidé une première cérémonie de lancement de ce dispositif la semaine dernière, lundi dernier, lundi soir. L'action de parrainage à la fonction publique vise justement à accompagner des jeunes. Notamment, pour l'instant, elle est limitée au territoire de la communauté d'agglomération Melun-Val de Seine. Elle a été menée en lien avec la mission locale. On a repéré des jeunes qui souhaitaient intégrer la fonction publique à diverses échelles. Voilà. Et donc, des hauts fonctionnaires. Vous avez le procureur de la République de Melun, vous avez le préfet lui-même, vous avez des directeurs d'hôpitaux, vous avez des hauts fonctionnaires, directeurs généraux des services des collectivités, qui vont avoir des filleuls, des jeunes issus des quartiers, qui souhaitent intégrer la fonction publique, et ils vont les accompagner, leur faire bénéficier de leur réseau, leur faire comprendre comment ça marche, leur faire profiter de stages, leur apporter cette culture que peuvent avoir les autres de par leur milieu social pour pouvoir préparer les concours ou accéder à la fonction publique, parce que, par exemple, il existe des voies qui sont encore inexploitées. Il y a par exemple un dispositif qu'on appelle le pacte. Pacte, parcours d'accès, alors j'oublie toute la déclinaison de cet acronyme, Oui. mais pacte, c'est un dispositif qui permet d'intégrer des jeunes issus des milieux défavorisés dans la fonction publique, leur faire bénéficier également d'une formation et ensuite de les titulariser dans la fonction publique. Il y a également les dispositifs d'apprentissage qui existent dans la sphère publique. Il existe beaucoup de possibilités, mais ces possibilités-là ne sont pas connues des jeunes. Moi-même, j'ai une filleule que j'ai reçue tout de suite après, la semaine dernière, ne serait-ce qu'aller chercher l'information pour savoir où sont les concours et quand est-ce qu'il faut s'inscrire. C'est pas toujours très connu. Étant donné également la diversité, on a quand même 3 fonctions publiques dans ce pays. La fonction publique hospitalière a ses modes de recrutement, la territoriale a les siens, l'État a les siens. Et donc, voilà, cette action de parrainage, c'est ce genre d'action que nous menons pour aider ces jeunes à avoir
le même niveau d'information que peuvent avoir les autres et accéder à la fonction publique. Voilà une action concrète qu'on mène au titre de la politique de la ville en Seine-et-Marne et que l'on souhaite également qu'elle s'étende à l'ensemble du département de Seine-et-Marne. Je ne doute pas que sur les autres territoires, ce type d'action sera mené. Écoutez, monsieur Alain-Michel Ngoto, je rappelle que vous êtes sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville auprès de la préfecture de Seine-et-Marne. C'est un plaisir d'échanger avec vous, mais juste une dernière question. Finalement, la diversité, elle est présente, même si elle n'est pas visible. Je crois effectivement qu'elle est présente, la diversité. Elle n'est pas toujours très présente aux fonctions de visibilité, mais il y a aujourd'hui beaucoup de gens issus de la diversité qui, en tout cas, moi, pour la sphère publique que j'ai pu fréquenter, l'intègrent et ont les compétences pour devenir demain des hauts fonctionnaires ou des cadres de la fonction publique. Il y en a de plus en plus. Je reçois, moi, ici, souvent des candidats pour des postes de délégués du préfet et je peux vous dire que j'ai rarement que des personnes non issues de la diversité. Au contraire, j'en ai aussi beaucoup et je découvre que notre État a déjà en son sein, en tout cas la fonction publique, pas mal de personnes issues de la diversité et qui sont des personnes de talent avec des diplômes. Donc je crois que sur ce plan-là, en tout cas pour la sphère que je connais qui est la sphère publique, les choses avancent. Elles avancent dans le bon sens. Merci, monsieur le sous-préfet, et surtout, bon vent pour vos futures missions. Je rappelle que vous n'avez pas commencé que chez nous, vous avez commencé à Château-Chinon, et aujourd'hui vous êtes en Seine-et-Marne. Voilà, donc j'étais effectivement sous-préfet d'arrondissement dans une zone rurale, dans le Morvan, où d'ailleurs, je dois dire, et je voudrais quand même passer ce message, nous avons tendance, lorsque nous sommes dans nos zones urbaines, à penser que les difficultés que l'on rencontre dans nos quartiers sont exclusivement concentrés dans ces quartiers. Mais dans les zones rurales françaises, vous avez les mêmes difficultés. Les questions qu'on rencontre avec les jeunes sur, par exemple, la question de la mobilité. C'est une question qu'on retrouve dans nos zones rurales. C'est-à-dire des jeunes qui ont une appréhension à aller beaucoup plus loin, à sortir de leur zone, pour aller étudier, pour aller travailler, pour aller faire d'autres choses. Ces questions-là, on les rencontre également dans ces zones. La question qu'on vient de dire d'inégalité de culture permettant d'accéder, elle existe également dans ces zones. Et donc, voilà, si j'ai un message un peu à passer aux habitants de nos quartiers, sachez que vous n'êtes pas les seuls. En France, il y a beaucoup de territoires. Et d'ailleurs, la nouvelle étape de la politique de la ville, avec la mise en place d'un critère de mesure d'écart de développement économique, a fait apparaître des territoires qui, anciennement, n'auraient jamais été identifiés comme des territoires en politique de la ville, dans des zones rurales, qui sont aujourd'hui des territoires en déprise économique et qui concentrent des difficultés importantes que rencontrent ces habitants dans des zones qui auparavant n'étaient pas des zones identifiées comme étant politique de la ville parce que zones non urbaines, alors que initialement la politique de la ville c'était éventuellement les grands quartiers, les grands ensembles, les grandes tours, voilà, qui avaient été construits un peu après la guerre et au cours des années 50 et 60 pour résorber toute la demande et le besoin en habitat social, et c'est surtout ce qu'on traitait en matière de politique de la ville. Aujourd'hui, on voit bien qu'on évolue parce que on commence à mieux prendre en compte les difficultés également que connaissent d'autres territoires qui n'étaient pas étiquetés comme étant territoires en politique de la ville. Et donc, ces questions-là, moi, je les ai rencontrées sur un territoire rural. Et la Seine-et-Marne a également cette spécificité où il y a cette zone rurale. Et en tant que sous-préfet chargé de la politique de la ville et de la cohésion sociale, je n'oublie pas que les moyens ne doivent pas être dirigés uniquement en faveur des quartiers dits urbains, mais il existe aussi des zones rurales
qui doivent bénéficier de ces politiques. Alors bien sûr, elles ne pourront bénéficier que des politiques dites de droit commun, pas de la politique de la ville, parce qu'elles ne sont pas étiquetées comme quartier en politique prioritaire à la politique de la ville, mais elles en bénéficieront. Et puis j'ajoute que vous avez par exemple, pour ce qui est de la politique de la ville en Seine-et-Marne, des quartiers qui sont entrés, qui sont par exemple à la Ferté-sous-Jouarre. Alors on est dans la frange Est, c'est urbain, c'est quand même une ville, mais on voit bien qu'on a des villes qui sont entourées par plutôt des zones rurales. Vous prenez à Provins, c'est pareil. Voilà, donc on a quand même aussi des quartiers en politique de la ville qui sont entourés par des zones rurales où ces mêmes problèmes sont également constatés. Voilà, donc voilà l'expérience en tout cas en zone rurale m'a apporté cela. Et ce que je voulais un peu rajouter, puisque tout à l'heure on parlait de parcours, voilà, je disais que moi j'ai commencé ma carrière à la préfecture de police de Paris comme adjoint administratif. J'ai fait ce travail que vous voyez aujourd'hui quand vous venez en préfecture, où on délivre les cartes grises, les passeports, les cartes d'identité. Je l'ai fait à Paris. Et ensuite, je suis devenu, après avoir passé un concours, responsable d'une section importante de délivrance des cartes d'identité et passeports pour les Français sur Paris. Hein. Voilà. Et après, j'ai passé le concours d'attaché. J'ai été en poste à la préfecture du Val d'Oise, où je me suis occupé d'un service des étrangers qui regroupait les naturalisations, le regroupement familial, les visas, l'asile politique. Ensuite, j'ai été en Guadeloupe, où j'ai travaillé comme chef du service informatique de la préfecture de Guadeloupe, chef du service du personnel, formation et action sociale de la préfecture de Guadeloupe, chargé de mission auprès du secrétaire général aux affaires régionales pour le développement économique. À l'issue de ça, j'ai été chargé de mission politique de la ville dans les Hauts-de-Seine auprès du sous-préfet d'Antony, et j'ai passé le concours directeur d'hôpital. Donc j'ai fait l'école de la santé publique, formation directeur d'hôpital. J'ai été après donc directeur des ressources humaines d'un établissement public de santé mentale dans le département de l'Aisne, avant d'être nommé sous-préfet à Château-Chinon. Donc voilà, vous voyez, un beau parcours, hein. Un parcours très diversifié avec d'autres. Je vous passe. Oui, mais on note toujours quand même cette volonté de ne pas rater les concours, voilà, qui répondent à votre ambition. Oui, bien sûr qu'il y avait cette ambition de devenir haut fonctionnaire. Il y avait cette volonté. Et donc, j'ai passé ces concours-là. J'ai aussi rencontré des gens qui, dans mes fonctions, m'ont encouragé, des préfets qui m'ont dit « mais vous avez le talent, vous pouvez le faire ». Voilà. Donc, ce que je voudrais dire, en tout cas, notamment aux jeunes de nos quartiers et aux parents, c'est de dire à nos enfants que le travail paye toujours. La persévérance également paye toujours, et que pour faire ce travail, on a besoin parfois d'un peu d'exigence et de discipline pour réussir. Et si j'avais un mot à passer, c'est croyez, essayez de comprendre, de savoir comment ça marche. C'est un peu ce qu'on fait avec l'action parrainage, mais nous sommes prêts à développer encore un peu plus ce type de dispositif pour dire aux jeunes, il n'y a pas que la sphère publique, dans la sphère privée, on a aussi des actions de parrainage. Voilà, dire, c'est plus difficile aujourd'hui, vu la situation économique de notre pays, la situation de l'emploi, mais on constate quand même que tous ceux qui étudient finissent quand même par trouver un peu plus de possibilités d'insertion professionnelle par rapport à ceux qui sont dépourvus de diplôme. Et toute l'action publique que nous menons aujourd'hui, avec les dispositifs mis en place par le gouvernement, les emplois d'avenir ou autres, certes, vise à accompagner tous ces jeunes qui, à un moment, ont connu une rupture de parcours scolaire, ou également à travers tous les dispositifs sur le décrochage scolaire, on essaie également d'accompagner des jeunes, soit pour reprendre des études ou soit pour s'insérer professionnellement. Mais on voit bien que la clé pour nous, c'est bien l'éducation, la connaissance, le savoir, la culture, qui permet ensuite de nous ouvrir des portes nouvelles. Et voilà le message que je peux transmettre à cet égard. Voilà.
Merci, monsieur Alain Michel Goto. Merci. Merci à Mangembo FM. Et je voulais quand même remercier également votre radio pour le travail que vous faites en faveur de l'intégration des populations immigrées installées sur ce territoire de Melun et son agglomération. De temps en temps, j'écoute, j'entends les responsables politiques qui sont interviewés sur votre radio. Et je trouve que ça contribue justement votre manière d'agir et d'appeler les populations à comprendre les mécanismes d'insertion sociale sur nos territoires. C'est vraiment voilà une action que je salue et je vous remercie également à cet égard. Voilà. Merci beaucoup.